Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors Christelle, nous arrivons au site rep numéro 157. Nous sommes le 21 septembre 2019, pardon. Et le bilan est contrasté puisque bien qu'on ait une utilisation moins grande des munitions, on a quand même un nombre de violations qui est sensiblement supérieur, hein. Ah oui, quand même, ouais, puisque du 14 au 20 septembre 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 116 reprises, donc on est quand même à beaucoup plus que la semaine passée. Bah oui. Parce qu'on était à 80, 86, hein, si je me souviens bien. Ouais, ouais. Donc ça fait quand même une bonne augmentation. Ça fait presque 50% d'augmentation. Durant lesquels elle a tiré 3 obus de chars d'assaut, 142 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc là, on est en baisse par rapport à la semaine passée. Et si on rajoute les munitions d'un calibre inférieur, on arrive à un total de 592 munitions. Donc on est quand même à bien moins que la semaine passée. On est là aussi pas loin des 50% en moins. Il faut rajouter les 23 violations et 139 munitions tirées par les forces armées ukrainiennes durant les dernières 24 heures, dont 20 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc, c'est quand même pas... Est-ce qu'on peut dire que cette diminution des munitions et cette augmentation du nombre de violations peut indiquer une volonté de surenchère dans la provocation de la part des... Je sais pas, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'ils ont essayé de montrer patte blanche en vue du fameux la fameuse réunion au format Normandie qui était censée avoir lieu, oui. Et puis la réunion à Minsk, parce qu'on a eu une réunion à Minsk cette semaine. Je sais pas. En tout cas, le bilan est bien meilleur, hein, puisque les tirs de cette semaine ont tué un soldat de la RPD, en ont blessé un, et il y a eu un civil qui a été blessé aussi en périphérie de Donetsk. Donc on a un bilan qui est quand même beaucoup moins grave que celui de la semaine passée. Ouais. Là, on avait quand même pété les records, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de victimes, entre autres parmi les civils ou parmi les sauveteurs, hein, entre autres les pompiers. Oui, oui, oui. On a eu 9 habitations ou infrastructures civiles qui ont été endommagées cette semaine, plus 2 durant les dernières 24 heures. La station de pompage de Vassilievka s'est aussi retrouvée prise sous les tirs de l'armée ukrainienne à 2 reprises cette semaine. Heureusement, pas eu de victimes ni de dégâts, hein. Les équipes de travailleurs sont allées se mettre à l'abri. Les pertes hors combat de l'armée ukrainienne, par contre, sont assez phénoménales. Je sais pas ce qu'ils foutent. Il y a dû avoir une méga rotation avec, comme d'habitude, pas de carte des champs de mines, parce qu'ils ont quand même eu 17 morts et 7 blessés cette semaine en perte hors combat. Hors combat, hein, je parle même pas de... Hein, et sur ce total, il y en a quand même 14 qui sont morts et 5 blessés à cause de leur mine, de leur propre mine. Donc ils ont soit marché, soit roulé dessus, quoi. Est-ce qu'ils ont fait une tentative de Zabrodsky? Non, même pas. Donc j'ai 14 morts, 5 blessés en une semaine. Oui, c'est énorme. Ils ont 2 morts par jour à cause de leur propre mine. Donc je te dis, à mon avis, il y a dû avoir une grosse rotation des unités et donc ils ne sont pas refilés les emplacements des mines et donc ça a été la fête du slip cette semaine, quoi. Une chose est sûre, c'est que ça n'a pas amélioré le moral des troupes, hein, pour le coup, là, hein, à mon avis. Hein. Non, pas vraiment. Non, c'est de pire en pire. Hein. Franchement, ils ont vraiment du mal à remplir leurs unités. Et puis l'armée ukrainienne a aussi perdu 3 drones, hein, grâce à l'action efficace des soldats de l'RPD pour les détruire. Hein. Donc, drones servant soit à de la reconnaissance, soit à corriger les tirs, entre autres des mortiers. Ouais. Donc, c'est bon. Puisqu'on parle de drones, cette semaine, l'armée ukrainienne a continué de brouiller les signaux des drones de l'OSCE et aussi à leur tirer dessus à l'arme légère pour les empêcher de voir les armes lourdes situées près de la ligne de front. Je vais revenir dessus d'ailleurs dans une petite partie ultérieure qui vont un petit peu plus sur la diplomatie, mais pour un petit peu souligner le contraste entre les grandes déclarations des officiels de Kiev et la réalité. Vous allez voir ce qu'ils essayent de cacher. Et puis la 35e brigade des forces armées ukrainiennes a aussi détruit 2 caméras d'observation de l'OSCE qui sont situées près de Granit-Noyer pour qu'elles ne puissent pas enregistrer les violations du cessez-le-feu par les soldats ukrainiens. Si on avait ça aussi, encore c'est de l'argent doute. du contribuable européen, je signale. Si on avait encore un doute, hein, c'est pas des erreurs, hein, c'est clairement une volonté, quoi. Oui. Tout comme l'attentat terroriste qui a eu lieu à Lugansk, en RPL, dans la nuit de mercredi à jeudi. Plusieurs engins explosifs ont explosé sur les piliers
d'un pont routier qui se trouve donc dans la capitale, à la veille de l'arrivée d'un convoi humanitaire venant de Russie qui devait justement passer par ce pont qui a enjambé une voie ferrée au croisement des rues Lutuginskaya et Stroitelnaya. Le pont ne s'est pas effondré, mais ça aurait été le cas si le convoi humanitaire était passé dessus après l'attentat. Donc les engins ont explosé à quelques minutes d'intervalle, enfin genre 30 minutes ou un truc comme ça. Bon, d'après les autorités de l'RPL, ça aurait été le but, c'est-à-dire pas détruire immédiatement le pont, mais endommager assez les piliers pour que ceux-ci cèdent quand le convoi serait passé dessus, parce que bon, c'est quand même... entre un camion qui trimballe 40 tonnes d'humanitaire et une voiture, c'est pas la même. Hein, donc, bah oui, mais même si le poteau, on le verra sur les photos, les poteaux en question étaient correctement armés, c'est-à-dire avec des tiges d'acier de grande épaisseur. C'est ce qui a sauvé hein, les piliers. Enfin, s'il n'y avait pas eu une structure en métal bien solide en dessous, enfin, je veux dire, le pont, là, se serait effondré pour de bon quand même. Hein, la construction était solide, hein, elle était... c'est probablement ancienne, hein, bien ancienne, et on voit qu'ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour solidifier le truc. Ben heureusement, hein, enfin, bon. Donc bon, heureusement, comme l'attentat a été su très très rapidement, bah, ils ont détourné le convoi, donc le convoi n'est pas passé sur le pont. Bon, au vu de ce qui semble être la cible évidente de l'attentat, l'RPL a bien entendu considéré que c'est très, très certainement un travail des services secrets ukrainiens. Non, mais faut pas changer dans les méthodes terroristes. Hein. Quand je vous dis que l'Ukraine, c'est un État terroriste maintenant, c'est entre ça et l'État islamique, la seule différence, c'est la religion. Hein, je veux dire. Ouais. Les méthodes, c'est les mêmes. Hein. Ou le prétexte. Ouais. Donc les bombes qui, bon, d'après une première estimation, devaient contenir à peu près 15 kilos d'explosifs chacune. Donc comme on va le montrer sur les photos, ont quand même gravement endommagé 3 piliers du pont. Il s'est quand même affaissé en partie, hein, donc l'asphalte à la surface a quand même été endommagé. Et nos auditeurs pourront voir qu'il y a quand même une belle fissure à la surface. Ah oui. sur le tablier du pont, donc ça c'est vraiment pas terrible. Bon, pour l'instant ils ont mis en place des déviations, une pour les voitures et une pour les poids lourds. Donc deux déviations différentes selon on va dire le tonnage des véhicules. Et puis Leonid Pasechnik, le chef de l'RPL, a ordonné de lancer au plus vite les travaux de réparation, parce que c'est un pont vital quand même, hein, qui sépare 2 parties de Lugansk, donc c'est quand même hyper important qu'il soit remis en état rapidement. Enfin bon, comme on voit, l'Ukraine n'abandonne toujours pas les méthodes terroristes, attentats, etc. quoi. Vous allez voir par contraste avec les jolies déclarations que nous sert Kiev qu'il y a un petit problème quand même là. Oui. Il y a un gros problème de dissonance cognitive. Hein. Comme par exemple, on peut le voir dans la fameuse formule pour le Donbass qui a été esquissée par Volodymyr Zelensky, hein, qui veut rétablir la paix dans la région d'ici 6 mois à 1 an. C'est ce qu'a déclaré mardi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Vadim Pristiako. Il a dit en tout, nous n'avons que 6 mois à 1 an, et la formule de Zelensky se termine par une phrase disant que nous n'avons pas 5 ans pour poursuivre les négociations. Il s'agit d'une formule Zelensky classique. Il a dit que Kiev ferait tout son possible pour répondre aux attentes des gens, mais il a dit qu'à moins que le problème du Donbass ne soit réglé dans un avenir proche, Kiev sera forcé de mettre en œuvre de nouvelles mesures radicales. Hein, c'est une citation telle quelle de la formule du président ukrainien. Le ministre a expliqué que le plan de Zelensky visant à mettre fin à la guerre dans le Donbass dans un avenir proche implique également un échange de prisonniers. Donc ils veulent récupérer tous leurs gars. Kiev veut également prendre des mesures pour atteindre les gens qui sont de notre côté de la ligne de front. Donc il prévoit donc de construire le pont. En fait, c'est de réparer, de faire un pont de remplacement à Stanitsa Luganskaya. On attend toujours. Alors justement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'ils sont plus rapides à tenter de détruire des ponts qu'à les reconstruire, visiblement. Oui. Ils se sont donnés jusqu'au 30 novembre pour sur le pont Stanitsa Luganskaya. Donc les RPL, eux, ils ont terminé tous les travaux préparatoires de leur côté, mais côté Kiev, ça a l'air de patauger comme d'habitude. Ils veulent aussi simplifier les procédures de demande pour les retraités. Ça me fait un peu rigoler parce que ce genre de rhétorique, c'est vraiment clairement du chantage à l'adresse de l'RPD et de l'RPL. Et un coup de com'. En gros, soit l'RPD et l'RPL acceptent d'appliquer les accords de Minsk et
édulcoré, amputé du volet politique, hein, puisque je rappelle que aussi bien Zelensky que des membres de son équipe ont redit et redit qu'il n'y aura ni amnistie ni statut spécial pour le Donbass. Or, ça fait partie des accords de Minsk, je le rappelle, ce qui est pas, donc c'est pas acceptable. Soit en gros ils menacent de relancer la guerre, quoi. Donc, ça je vais revenir un petit peu là-dessus. Tout ça c'est que de la com, c'est ce qu'a dit Pasechnik, hein, le chef de la RPL. Sa volonté d'atteindre les gens qui sont de l'autre côté de la ligne de contact, en fait c'est que l'opération de propagande dont on avait déjà parlé il y a quelques temps en arrière, cette fameuse chaîne TV en langue russe, hein, que Zelensky veut lancer, hein. Oui. Vous savez, le projet à 2 milliards là, le projet à 2 milliards. Ça c'est une farce, hein. Oui. Mais en vrai, on voit qu'il continue à envisager de régler la situation par la force, hein. Je veux dire, comme on voit dans cette déclaration. Il s'est fait un petit peu taper sur les doigts par après, puis après il nous a refait une autre déclaration du ministre des Affaires étrangères un peu plus politiquement correcte, on va dire ça comme ça. D'accord. Ça comme ça. Enfin, en gros, c'est que de la com, hein. C'est Zelensky brasse du vent pour dire, vous voyez, on va tout régler, je suis de bonne volonté, machin. Mais il n'y a rien de concret. J'ai dit après le président oligarque, hein, le roi du chocolat, maintenant ils ont un président illusionniste en Ukraine. Et j'ai fait toute une analyse là-dessus. J'encourage vraiment les gens à regarder les choses, parce qu'en fait, j'ai fait cette analyse sur la technique de Zelensky dans toute cette histoire, parce qu'il y a plein de gens qui j'ai vu dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, sur les sites où je publie, qui ont dit oui mais regardez, vous dites que voilà ils font rien, mais regardez il dit qu'il veut voilà tout régler, etc. Mais en fait vous n'avez pas compris, c'est un numéro d'illusionniste. Zelensky c'est Majax, mais en version low cost. C'est faut bien comprendre que il faut faire le distinguo entre les grandes déclarations et la réalité. Et je pense que c'est une leçon importante en politique comme dans la vie de tous les jours. N'écoutez pas ce que les gens disent, regardez ce qu'ils font. C'est ça. On va finir par l'appeler Zelenchenko. Ouais, non mais bon. Parce que depuis qu'il est arrivé à la tête de l'Ukraine, ses déclarations officielles et les actes des autorités ukrainiennes concernant le conflit et les négociations sur le Donbass, c'est d'un coup sur l'autre, ils se contredisent. Ouais. On a une tentative de numéro donc d'illusionniste pour faire croire que l'Ukraine est prête à appliquer les accords de Minsk, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, je vais vous expliquer un peu la technique. Là, on a vu par exemple avec cette déclaration, la fameuse formule Zelensky, hein, qui dit que Kiev se donne moins d'1 an pour appliquer les accords de Minsk. On se dit, ah ben voilà, ça y est, ça va arriver. Ouais, sauf que comme vous le voyez, quand on regarde le bilan de la semaine, l'armée ukrainienne n'est toujours pas foutue de respecter le cessez-le-feu. Ah ben là, c'est clair, oui. Si tu veux vraiment la paix, commence déjà par le premier point des accords de Minsk, le cessez-le-feu. Bah oui, c'est le plus simple, hein. Tu donnes un ordre à ton armée, puis tu le fais respecter. Voilà. Quand je vois que dans le même temps, donc, ils menaçaient de ces mesures radicales si ce but de régler le problème en 6 mois, 1 an n'était pas atteint, moi je vous le dis clairement, le but c'était juste de montrer patte blanche à la communauté internationale, tout en essayant de faire du chantage sur la RPD et la RPL, pour les forcer à accepter ces accords de Minsk en version édulcorée, si elles veulent pas revoir la guerre à grande échelle sur leur territoire. Et la réunion des groupes de contact à Minsk qui a eu lieu cette semaine a confirmé que cette stratégie, c'est bien celle de l'illusionniste. D'ailleurs, ça ressemble à Macron. Hein. D'ailleurs, je l'avais dit, hein, que Zelensky, c'est un Macron à l'ukrainienne. Donc, et la même formule que tu as employée tout à l'heure, c'est ne regardez pas, n'écoutez pas ce qu'il dit, mais regardez ses actes. Et c'est ça oui, parce aussi. Que c'est exactement la même. Appliquez la même avec Macron, hein, ça marche aussi. Mais là, c'est vraiment flagrant parce qu'on voit des déclarations grandiloquentes devant la presse sur le fait que Zelensky veut régler le conflit dans le Donbass en moins d'1 an, que l'Ukraine donc va réparer le pont de Stanisław Luganskaya d'ici le 30 novembre. Il a encore déclaré cette semaine qu'il veut lancer le désengagement des hommes et des équipements militaires, non pas sur quelques sites pilotes, mais sur la totalité de la ligne de front. Donc, quand on lit ça, on se dit putain, Zelensky,
il veut encore plus implémenter les accords de Minsk que la Russie, les RPD et la RPL réunis. Tu vois, tu dis ça, tu te dis ça. Sauf qu'en fait, c'est ça le but, c'est d'apparaître plus catholique que le pape ou plus royaliste que le roi. C'est un grand numéro de Tartuffe. Hein, c'est une bonne technique de com, hein, qui est connue depuis même avant Goebbels, qui s'appelle l'écran de fumée. Hein, il est épais celui-là, hein, l'effet. Il est épais, il est bien épais. Il est destiné à la fois à la communauté internationale et à la presse internationale, qui bien sûr se jette dessus en disant « Regardez, Zelensky veut la paix, etc. » Ils prennent que les morceaux qui les intéressent. Bah oui. Mais aussi à la population ukrainienne, pour essayer de faire croire qu'il va appliquer le programme pour lequel il a été élu. Voilà, le but, c'est de lui donner l'image du président pour la paix. Voilà. C'est ça le truc. Et puis le but, après, c'est que bien sûr, quand tout va capoter, parce qu'il sabote tout, ça va être de dire que c'est pas de sa faute. Ça veut dire que c'est de la faute des autres. C'est de la faute de l'RPD, de l'RPL et de la Russie, en utilisant cet écran de fumée comme preuve que Zelensky est de bonne volonté, alors qu'en fait, c'est que des mots qui sont pas suivis par des actes. L'important, c'est pas ce qu'il dit. L'important, c'est ce qu'il fait. C'est ça. Petit exemple, si Zelensky était réellement aussi attaché aux accords de Minsk, pourquoi est-ce qu'il n'applique pas les mesures disciplinaires prévues dans les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu contre les soldats ukrainiens qui violent la trêve? Puisque je rappelle que Kiev a enfin approuvé ces mesures additionnelles, hein, après des mois et des mois de discussion, mais ils les appliquent toujours pas. Donc les mecs, quand ils violent la trêve, ils sont pas punis. Nous, de notre côté, s'ils violent la trêve, je peux t'assurer qu'ils peuvent finir en tôle. Hein. C'est ça la différence. Si vraiment il veut appliquer les accords de Minsk, pourquoi son armée continue de tirer inlassablement sur le territoire de l'RPD et de l'RPL, et puis surtout sur les civils? Hein, comme l'a montré le rapport de la représentation de l'RPD au sein du CCCC qui a été remise à Minsk, et qui indiquait qu'en 2 semaines, l'armée ukrainienne avait violé le cessez-le-feu à 204 reprises, tiré 1715 munitions, endommagé 37 habitations, 5 pièces d'infrastructure et blessé 9 civils sur le territoire de l'RPD. Pas mal quand même, hein, pour un pays qui dit qu'il veut appliquer les accords de Minsk qui contiennent, je le rappelle, en premier point, l'application d'un cessez-le-feu permanent. Ah, voilà. Si réellement Zelensky a soi-disant donné l'ordre à son armée de se préparer au désengagement des forces sur l'ensemble de la ligne de front, comme l'a annoncé le commandant-chef de l'opération des forces interarmées, Vladimir Kravchenko, pourquoi est-ce qu'il y a 276 pièces d'équipement militaire ukrainien hors des zones de stockage déployées près de la ligne de front en violation des accords de Minsk? Pourquoi est-ce qu'en 2 semaines, il a été détecté 138 chars d'assaut, 106 pièces d'artillerie, 4 lance-roquettes multiples, 25 systèmes de défense antiaérienne et 3 systèmes anti-chars, côté ukrainien, dans la zone où ces armements ne devraient pas se trouver? Si vraiment ils veulent faire retirer des troupes, qu'est-ce que ça fout là? Ça devrait même pas être là. On est bien d'accord? Limpide. Pourquoi est-ce que Zelensky déclare qu'il ne veut pas d'un désengagement petit à petit via des sites pilotes sur la ligne de contact parce que, je cite, ça prendrait 300 ans, alors que des véhicules blindés ukrainiens ont été vus dans la zone pilote de désengagement de Petrovskoye en RPD, ainsi que des mines anti-chars que les soldats ukrainiens ont installées sur la route menant au village, ce qui est, je le rappelle, une violation de ce même désengagement. Vous voyez, c'est ça la différence. Il fait des grandes déclarations, des grandiloquentes, oui, mais ça va prendre 300 ans, machin, tout ça. C'est sûr qu'en violant constamment le désengagement, comme vous le faites, ça va prendre 300 piges. Mais c'est pas de la faute de l'RPD et de l'RPL si ça va prendre 300 piges. C'est de votre faute. Hein, c'est pas l'RPD qui a mis ses véhicules blindés dans la zone de désengagement de Petrovskoye. C'est pas elle non plus qui a mis les mines anti-chars sur la route. C'est l'armée ukrainienne. Alors pourquoi se plaindre du temps que ça va prendre quand on est soi-même responsable de la situation si le but c'est pas de faire porter la responsabilité à l'ennemi? Vous avez compris la technique? C'est aussi simple que ça. Si Kiev veut vraiment appliquer les accords de Minsk, pourquoi est-ce qu'ils ont repoussé la signature de la formule Steinmeier sous des prétextes bidons? En disant qu'il y a eu une incompréhension technique, en exigeant que l'OSCE puisse travailler pleinement sur tout le territoire ukrainien, alors qu'en 2 semaines, l'armée ukrainienne a empêché l'OSCE de travailler à 15 reprises, soit en brouillant le signal des drones, soit en leur tirant dessus, soit en empêchant les observateurs d'accéder aux sites de stockage des pièces d'armement lourds. Où ils exigent aussi, oui, que le cessez-le-feu soit complètement respecté, alors que l'armée ukrainienne le viole tous les jours.
Là, c'est pratique de donner des conditions que tu sabotes toi-même. Tu vois, oui, il faut que le cessez-le-feu soit respecté. Oui, mais vous le violez tous les jours. C'est pratique comme ça. Comme ça, vous n'avez jamais à signer le truc, tu vois. Donc, pourquoi Kiev a demandé à grands cris une réunion au format Normandie avant de tout saboter en refusant de signer cette fameuse formule Steinmeier qui était le prérequis pour l'organisation de ce sommet? Ça rime à quoi? Ouais, c'est de l'enfumage. Ouais. C'est de l'enfumage. Je veux dire, il y a eu une réunion on va dire des experts techniques de chaque pays avant pour préparer le sommet. Et ils avaient clairement dit, écoutez, la formule Steinmeier, elle a été approuvée 2 fois en format Normandie. 2 fois. Donc là, ils ont dit, écoutez, on va pas se réunir pour dire qu'on est d'accord. Faut le signer cette fois. Donc le prérequis, c'est, lors des discussions à Minsk, vous me signez ce putain de papier. Ben non, ils ont pas signé. Voilà. Puis ils nous ont sorti des exigences bidons. Hein, comme je dis, ces histoires avec l'OSCE, le cessez-le-feu qui viole eux-mêmes. Ils ont voulu aussi de nouveau changer l'ordre d'application des accords de Minsk. En disant oui, on récupère d'abord le contrôle de la frontière, puis après on applique. Non. T'appliques la formule Steinmeier, et à la fin, le dernier point des accords de Minsk, vous récupérez le contrôle de la frontière. On met pas la charrue avant les bœufs. Hein, on met pas le dernier point en premier, ça marche pas. Hein, il y a un ordre qui a été choisi et pas au hasard. Voilà. Sans parler du blocage de l'échange des prisonniers entre l'Ukraine, l'RPD et l'RPL, qui sont de nouveau sabotés à Minsk joyeusement parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'ont toujours pas fait les procédures d'arrêt des procédures pénales contre les prisonniers qui devraient être libérés. Et puis en plus, on s'est retrouvé avec la nécessité de mettre au point, en plus de nouvelles procédures sur lesquelles il va falloir encore palabrer pendant des semaines et des semaines pour se mettre d'accord, pour empêcher les fuites de listes de personnes à échanger, parce qu'il y a eu un prisonnier assigné à résidence à Mariupol qui a été assassiné chez lui. Après que son nom ait fuité. Son nom, comme quoi il faisait partie de l'échange, a fuité publiquement. Il a été assassiné chez lui. Il s'est fait descendre. Je pense qu'il y a des néo-nazis impliqués dans cette affaire-là, l'assassinat. Parce qu'il y en a pas mal à Mariupol. Ouais, puis je pense que... Enfin, moi, ça me fait quand même bien penser à ce fameux message de Babchenko dont on avait parlé. Oui, aussi. Où l'autre taré appelait à tuer les détenus avant même leur procès. C'est ça. Il n'a pas pu tuer le Semar, alors il se venge sur un autre prisonnier, quoi. Tu vois, c'est magnifique. Donc, en fait, c'est comme à l'époque Poroshenko. Kiev continue de jouer la technique du serpent qui se mord la queue pour bloquer les négociations et l'application des accords de Minsk. La seule différence avec Porky, c'est que Zelensky joue la surenchère communicationnelle pour essayer de faire croire qu'il fait quelque chose, alors qu'en fait, il brasse que du vent. Mais si, vous voyez, je vais appliquer les accords de Minsk, je l'ai dit 20 fois. Oui, mais on s'en fout que tu l'aies dit 20 fois. Je veux dire, faire mentir les mots, c'est très facile. Faire mentir les actes, c'est beaucoup plus compliqué. Rien de toute façon, l'histoire de cette destruction des poteaux du pont à côté de Lugansk, pour empêcher les camions russes humanitaires de passer. Et il répète à qui veut l'entendre qu'il va réparer le pont du point de passage. C'est pareil, là, j'ai vu une déclaration, il disait oui, on lève le blocus économique du Donbass. Mais en fait, non. C'est en fait, ils ont levé l'interdiction de vendre leurs propres produits. Mais ils interdisent toujours que la LNR et la LNR puissent exporter des produits vers l'Ukraine. Non, mais enfin, non. Faut être cynique, hein. Tu vois, faut pas s'arrêter au titre, tu vois, faut pas s'arrêter, faut regarder le détail du truc. Et quand tu regardes le machin, le but c'est ça, c'est d'essayer de se faire passer pour le mec de bonne volonté. Les médias européens et occidentaux en général vont reprendre les grandes déclarations. Regardez, Zelensky veut désengager les troupes, machin. Et puis quand ça va pas marcher, parce qu'en fait ils sabotent tout eux-mêmes, ils vont dire bah c'est de la faute de l'RPD, de l'RPL et de la Russie. Ben non, c'est pas de la faute de l'RPD, de l'RPL et de la Russie. Je veux dire, ça sert à rien de faire des grandes déclarations. Non. Les déclarations, c'est le paquet cadeau. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Ça pue. Ce qui est ça pue, voilà. Mais moi, comme Denis Pouchine, le chef de l'RPD, je crains malheureusement que le conflit du Donbass, il est parti pour durer encore un bon moment. Et ceux qui avaient des illusions sur le fait que Zelensky mettrait fin à la guerre, je pense que maintenant, ils sont descendus de leur nuage. Zelensky, c'est un illusionniste.
C'est un illusionniste. Il utilise les médias et la propagande de masse pour faire croire qu'il veut la paix, alors qu'en fait, il poursuit exactement la même politique que Poroshenko. C'est le même. Le petit problème, c'est que pour être un bon illusionniste, hein, mais pas Mandrake qui veut, il faut que le trucage se voit pas. Ouais, bah oui. Là, le petit problème, c'est que la différence flagrante entre les paroles et les actes de Kiev, ça saute un peu trop aux yeux, en tout cas pour ceux qui n'ont pas de la merde dans les mirettes. Pour ceux qui acceptent de voir un petit peu la réalité. Puis comme je dis toujours, hein, si les mensonges prennent l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Mais elle finit toujours par arriver à destination. Et ni la Russie, ni les RPD, ni les RPL ne sont dupes de ce numéro de prestidigitateur bon marché. D'ailleurs, la RPD a fait une déclaration via la ministre des Affaires étrangères, là, j'ai vu ça tout à l'heure, où elle a dit que la tentative de faire valider une formule Steinmeier édulcorée ou de renégocier, parce que Kiev essaye maintenant de pousser une renégociation de la formule Steinmeier, et Natalia Nikonova a dit hors de question. Elle a dit cette formule, c'est déjà un compromis. On va pas renégocier le truc. Vous l'avez approuvé au format Normandie, vous le signez, point, fin de l'histoire. On refera pas une formule Steinmeier 2.0, on arrête. Elle a dit ça, c'est le maximum qu'on vous accorde en termes de compromis, c'est ça ou c'est rien. Ah, ils ont tapé du poing sur la table, parce que là, ils ont dit, ça, on arrête les conneries, là. Donc, j'ai vu des trucs, des pseudo-analyses de genre, oui, mais regardez, ils vont se faire enfumer. Non, ils vont pas se faire enfumer, non. Ni la Russie, ni les RPD, ni les RPL, c'est pas des lapro-de-6 semaines. Non. On les connaît, hein, à Kiev, on les connaît bien. On connaît les méthodes. Non. Là, je veux dire, Nikonova, elle était très claire. Elle a dit, non, c'est niet. Elle a dit, on renégociera pas la formule Steinmeier. Vous l'appliquez telle qu'elle a été validée dans des discussions au format Normandie, hein, donc les présidents des 4 pays. Point. Vous la signez, vous l'appliquez telle quelle. Et vous recommencez pas à négocier les trucs, les machins. C'est un compromis qui a déjà été très difficile à trouver. Vous l'avez approuvé 2 fois au format Normandie, vous le signez, vous l'appliquez tel quel. On le renégociera pas. C'est ce que je vous avais dit, il n'y aura pas de Minsk 3. Hein. Donc, soit vous appliquez ce que vous avez signé, soit vous dites ouvertement que vous voulez relancer la guerre. Je pense que c'est malheureusement la dernière option qui le problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. C'est-à-dire que, vu l'état de leur armée, ça va se terminer pour eux en mode Bérésina, quand même. Hein. Bon, on le voit sans guerre, 17 morts sur des mines, des champs de mines. En une semaine. En une semaine. Ouais. 17 morts hors combat en une semaine à cause de leur champ de mine. T'en as 14 qui sont morts à cause de leur champ de mine. Bon, 17 morts hors combat, en une semaine, c'est énorme. C'est une catastrophe. Puis bon, pour bien se rendre compte un peu de l'état catastrophique de l'industrie militaire ukrainienne, j'ai hésité à le mettre dans le pendant ce temps-là Kiev, celui-là. Tellement c'est cosmique quand même. Hein. Puisque Ukroboronprom, la fameuse entreprise publique ukrainienne de la défense, envisage la possibilité de vendre le croiseur de missiles Ukraina qui est inachevé et qui est actuellement conservé au chantier naval de Nikolaïev. D'accord. Alors la justification, c'est de dire que c'est pas nécessaire pour l'Ukraine d'avoir un croiseur de cette taille. Donc ils envisagent de vendre ce croiseur pour construire de nouveaux navires de plus petite taille, mais en plus grand nombre en fonction des besoins de leurs forces armées. Donc c'est la fameuse histoire de la, comment ils avaient appelé ça, la technique de la meute de loup là, qui veulent utiliser contre les navires russes. L'espoir fait vivre, hein, comme on dit. Vous êtes déjà pas foutu de faire un mortier qui vous explose pas à la gueule? Et vous espérez faire des bateaux? Là, ce croiseur qui a été quand même conçu dans les années 70, hein, quand même, hein. Pas d'hier, hein. Qui a été mis à l'eau en 92 et qui a jamais été fini. D'accord? On est en 2019. Ça fait 27 ans que ce bateau est inachevé. Et vous pensez sérieusement arriver à faire plein de petits bateaux? C'est hallucinant. Puis ils te disent eux-mêmes que le croiseur, donc, qui a quand même été conçu il y a longtemps, est pas capable d'être efficace dans les conditions actuelles et donc ne peut pas être utilisé ni en mer Noire ni en mer d'Azov.
Et donc, Paul Torak, ministre de la Défense de l'époque, avait suggéré de le mettre à la casse, en disant qu'il était technologiquement désuet et inutilisable. Il est prêt à 95%, et donc ça n'a jamais été fini. Maintenir d'ailleurs en bon état a déjà coûté des millions de dollars au gouvernement ukrainien, et maintenant ils espèrent le fourguer à quelqu'un. Ouais, un pays d'Afrique ou peut-être. Le machin, ça fait 27 ans qu'il est hacké. Qui va acheter ça? C'est plus un bateau, c'est une couche de rouille. Ouais. C'est une coque de noix avec une couche de rouille. Non, mais sérieusement, enfin, je vais dire, vous prenez vos potentiels acheteurs pour des débiles ou... Ah bah là, mais ils ont tellement plus de sous qu'il faut bien qu'ils cherchent quelque part. Hein. Ouais, je ferais mieux de le vendre à la casse directement. Hein. Ouais. Au prix du... Au prix de l'acier, ouais. Je veux dire, kilo d'acier, du métal. Non, mais sincèrement, enfin, vous dites vous-même le machin est complètement désuet, etc. Mais on va essayer de le vendre. Le machin est pas achevé, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, franchement, c'est n'importe quoi. Et puis pendant ce temps-là à Kiev, en fait, c'est pendant ce temps-là à Paris, Figaro, c'est un petit peu emmêlé les tartines. Ouais. Ils sont en train de virer version Gorafi, hein. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une confusion qui commence à se faire, hein, que le Gorafi est en train de déteindre sur Figaro. Mais il y a de plus en plus de gens qui commentent l'actualité, qui disent que plus ça va et plus la presse mainstream se gorafise. On n'arrive plus à faire le distinguo entre les sites satiriques et les sites qui se veulent d'informations sérieuses. Bon, ce qui peut expliquer d'ailleurs le sondage d'IFOP, où on voit que seulement 23% des Français ont encore confiance en leurs médias mainstream, ce qui n'est pas très étonnant et qui évidemment explique le succès des médias alternatifs, dont le nôtre, hein, et puis les nôtres en tout cas, et aussi la guerre qui nous est déclenchée contre toutes nos activités. J'ai vu là sur YouTube, ouais, j'en parlerai après, un petit truc que j'ai vu sur YouTube à propos de Russia Today qui est assez marquant. Bon, en tout cas, pour en revenir à ce cher Figaro Gorafi, hein, donc il y a eu... au moment de l'échange de prisonniers du 7 septembre entre l'Ukraine et la Russie, Zelensky après a fait un petit point presse. Et donc le Figaro a filmé une petite vidéo qu'ils ont publiée sur leur site. Et puis alors que le chef de l'État ukrainien évoquait un premier pas pour terminer cette guerre horrible, t'as une petite bande en haut à gauche qui affiche le lieu. Ouais. Et là, on va montrer la photo. Et là, le Figaro nous a placé Kiev en Russie. Ah, c'est très fort. Ils sont très forts. Hein. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas les premiers. Hein. Il y avait quelqu'un d'autre, je sais plus quel média, qui avait placé Donetsk en Russie. Et on avait dit c'est bien, vous anticipez déjà. Bon, certains utilisateurs russes de Twitter ont bien rigolé, hein, en précisant qu'ils n'étaient pas contre le fait que Kiev soit une ville russe, ce qui est relativement normal, parce que je rappelle qu'historiquement, donc la Russie découle de la Rousse de Kiev, donc Kiev était quand même la capitale de cet énorme empire qui s'était étendu sur ce qui est actuellement une bonne partie de l'ouest de la Russie, de la Biélorussie, de l'Ukraine actuelle. Et que je rappelle qu'une bonne partie de l'Ukraine a fait partie de l'Empire russe jusqu'à la révolution de 1917. Kiev, ville russe, ce serait juste le retour, on va dire, aux racines historiques. Oui, je suis pas sûr que ce soit l'avis des journalistes du Figaro, par contre. Ouais, et je pense que ça a dû grincer des dents quand ils se sont rendus compte de la connerie. Oui, c'est clair. En Ukraine, ils ont dû légèrement péter un câble. Je pense que... J'ai pas vu les réactions côté ukrainien, mais je pense que ouais, ça devait être pas piqué des hannetons. Eux qui sont vraiment en mode anti-russe, là, ils ont dû péter un câble. Oui. Non, mais bon, je veux dire, voilà, c'est ça la situation. Donc voilà un petit peu. Donc vraiment, enfin, vous voyez les déclarations Zelensky. Maintenant que je vous ai expliqué la technique, vous savez ce qu'il faut en faire. Vous les jetez à la poubelle. Moi, les grandes déclarations sur le désengagement, la reconstruction du pont de Stanisław Luganskaya, etc., j'y croirai quand je les verrai. Voilà.
Moi, quand j'ai des gens qui me disent oui, mais regardez, vous êtes pessimiste, machin. Non, non, c'est du blabla. C'est la même technique que Macron. C'est de l'enfumage. C'est du des macronisme. grandes déclarations. Et la réalité, hein, c'est comme en France, là, où ils disent qu'ils vont baisser la redevance d'1 € ou je sais pas quelle connerie, là, que j'ai vu passer vite fait. C'est du foutage de gueule. Là, c'est pareil. C'est exactement pareil. Donc, ne croyez absolument rien de ce que Zelensky ou les officiels ukrainiens vous racontent. Regardez les actes. Regardez les actes, parce que si vous regardez les déclarations, vous avez l'impression d'avoir le Dalai Lama, et en réalité, vous avez un Poroshenko bis. Ce qui est tout à fait logique. Dire, les Américains ne veulent pas de la résolution du conflit dans le Donbass, et surtout pas d'une fédéralisation de l'Ukraine. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc ça, c'est clair que de toute façon, voilà. Et puis pour en revenir à ce que je disais à propos de YouTube et de RT, donc maintenant, quand vous regardez les vidéos de Russia Today sur YouTube, vous voyez en dessous une petite mention. Oui. Disant que Russia Today est financé par le gouvernement russe. Et quand vous regardez d'autres chaînes qui appartiennent à des États, hein, comme la BBC ou France 24, vous voyez que ce sont simplement des chaînes appartenant à l'État français, etc. L'autre, on t'indique vraiment le financement du gouvernement russe. Oui, c'est la formulation qui est vicieuse. Qui est différente et qui est vicieuse, qui est absolument vicieuse. C'est vraiment une volonté de continuer de diaboliser les médias russes internationaux comme Sputnik et Russia Today. C'est vraiment, c'est pitoyable. C'est comme ceux qui croient au rapprochement franco-russe après les grandes déclarations de Macron. Ah oui. Non, regardez ce que Le Drian a répondu quand Lavrov l'a taclé sur la situation avec Russia Today et Sputnik. Il a mis en avant des soi-disant violations pointées par le CSA, alors que c'est juste une erreur technique. Et de toute façon, le bannissement de RT et de Sputnik était bien antérieur à ces notifications du CSA. C'est du foutage de gueule, c'est du blabla. Dans les deux cas, c'est des Majax à la petite semaine. Ouais, c'est clair. C'est des illusionnistes. Il est fort possible d'ailleurs que le rapprochement entre la France et la Russie initié par Macron ne sert qu'à une seule chose, c'est à séparer la Russie de la Chine. C'est parce qu'ils ont un gros problème, tant que la Russie et la Chine sont les bras l'un dans l'autre. Ah bah ouais. Et surtout que là, au niveau du gaz, les discussions tripartites n'ont rien donné, parce qu'ils sont complètement ils sont pas du tout sur le même diapason. Donc ils doivent se retrouver le mois prochain, mais bon, le timing il avance. Hein. Ouais. Le 1er janvier, ça commence à se rapprocher, tu vois. Ah bah oui. Donc là, ça va commencer à sentir le sapin quand même. Hein. Là, il y a eu ce strike donc fait par la Pologne via cette cour européenne vis-à-vis du pipeline Opal. Mais là, il y a des développements potentiels pour le Turkish Stream là, donc il semble que la Russie est en train de décrocher des contrats pour faire des extensions côté européen, donc via la Serbie, etc. Ah bah ça serait une victoire parce qu'ils essayent d'empêcher absolument le passage du gazoduc russe à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que c'est du débilisme, puisque comme je l'ai dit, les Américains ne sont pas en capacité de fournir ni en quantité, ni en rapidité l'équivalent de ce que fournit la Russie. Ah ouais, c'est clair. Donc c'est ridicule, vous allez vous priver de gaz pour des intérêts qui ne sont même pas les intérêts européens. Arrêtez de vous plier aux règles de Washington. Je veux dire, de toute façon, là, ils sont en train de construire de plus en plus donc, de gazoducs vers l'Asie, vers la Chine. Je veux dire, ce que vous n'allez pas prendre, c'est la Chine qui va l'acheter. Mais je eux, crois ils en ont besoin, et eux, ils sont pas cons. Ouais, mais je crois que le patronat allemand n'est pas tellement d'accord pour remplacer le gaz russe par du gaz liquéfié américain, ça c'est clair. Je suis pas du tout d'accord. Donc Merkel, elle a intérêt à suivre le patronat allemand de ce point de vue. Hein. Ouais. Donc on va voir comment ça va tourner, mais je pense que faut pas s'attendre à une résolution du conflit rapide parce que Zelensky fait des grandes déclarations. Ça serait bien aussi que j'arrête de lire certains commentaires ou analyses qui viennent me dire que il y aurait une volonté de la part de Moscou de lâcher le Donbass en échange de la Crimée ou ce genre de conneries. Enfin, arrêtez. Non. Là, Pouchiline était à Moscou il n'y a pas longtemps de manière tout à fait officielle. Là, il est en Ossétie du Sud. Je veux dire, non. Toujours une menace militaire géorgienne contre l'Ossétie du Sud ?
Pour l'instant, ça reste très tendu. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour régler le truc. Bon, pour l'instant, ils se regardent en chien de faïence, quoi. Mais bon, c'est pas très bon quand même. Donc, moi je dis, on va finir comme la Transnistrie, comme l'Ossétie du Sud, comme l'Abkhazie. Ça va être un truc qui va pas se régler d'un coup de baguette magique. Ouais. Mais pour autant, la Russie, les autorités russes ne vont certainement pas donner le Donbass, rendre le Donbass à l'Ukraine, en plus sur base d'accords de Minsk tronqués, avec pas d'amnistie, pas de statut spécial. Enfin, je veux dire, non, arrêtez. Arrêtez. Je veux dire, les délires en mode, oui, mais ils veulent rétablir de bonnes relations avec ils en ont rien à foutre. D'accord. L'important pour Poutine, c'est qu'il y ait des débouchés pour ses produits, qu'il redéveloppe l'industrie, le marché intérieur. Les sanctions l'aident parfaitement à faire ça. Non, ils en ont rien à branler. Ils en ont rien à branler. Faut arrêter ce genre de truc. C'est contre-productif, c'est n'importe quoi. Poutine va pas lâcher le Donbass. Non. Il donne pas des passeports pour que les gens puissent évacuer. Tu imagines 4 millions de personnes à relocaliser Et puis, comme j'ai dit, c'est méconnaître la mentalité tant des Russes que d'ici. Les gens qui trompent pas leur terre. Passeport russe ou pas passeport russe. C'est leur terre, ils sont nés ici, c'est chez eux, ils vont pas partir. Ils sont pas partis en 2014, ils partiront pas maintenant. Voilà. Je pense que plus clair que ça, tu meurs. Donc j'aimerais que certains arrêtent un peu ce genre de délire parce que c'est contre-productif et ça raconte vraiment de la merde et après ça crée des frayeurs chez les gens qui soutiennent le Donbass et je me retrouve avec des gens qui me posent des questions en mode complètement paniqué. Non, arrêtez. Je pense que arrêtez c'est des trolls qui sont payés par certaines officines occidentales. Hein. Je sais pas, ou c'est des gens qui ont vraiment une logique bizarre, mais arrêtez. Arrêtez, je me retrouve après avec des gens qui me contactent en privé ou dans les commentaires et à qui je dois réexpliquer 20 fois les mêmes choses et que j'ai du mal après à convaincre parce qu'ils sont persuadés de ce délire. Ouais, ça c'est bon. Faut arrêter ces bêtises-là. La Russie va pas nous lâcher. On a le drapeau russe qui flotte sur la place Lénine. Depuis le jour du drapeau russe, on a le drapeau russe sur la place Lénine. Vous croyez vraiment que... Arrêtez. La RPD a été invitée au forum économique à Yalta. C'est pas dans le but de lâcher derrière le Donbass. Je veux dire, à un moment, faut mettre un peu un peu de logique et de bon sens dans tout ça, parce que là, ça devient n'importe quoi. Je dis des trucs là, franchement, il y a des fois. Arrêtez. Hein, Poutine, c'est pas la pro de 6 semaines, la prof non plus, et ils savent très bien. Ce que vaut Zelensky, ils ont parfaitement compris. L'RPD aussi, comme le montre la déclaration de Nikonoroba. On n'est pas des benets, hein, on n'est pas des grands naïfs, il faut arrêter les conneries. On a parfaitement compris ce qu'ils veulent faire. La déclaration de Nikonoroba est très claire. Hors de question de renégocier la formule Steinmeier. Hors de question d'accepter d'appliquer des accords de Minsk édulcorés, amputés du volet politique. Non. On arrête les conneries. Vous avez approuvé des trucs, vous avez signé des trucs, vous les appliquez tels quels. Fin d'histoire. Et en tout cas, pour l'instant, le format Normandie, la réunion qui devait avoir lieu, pour l'instant est complètement compromise, puisque l'Ukraine donc n'a pas signé la formule Steinmeier, qui était un des prérequis. L'autre prérequis, c'était donc de mener pleinement le désengagement donc dans les deux autres zones, de remener le désengagement en fait, parce que le désengagement avait eu lieu à Zolotoye et à Petrovskoye, mais donc comme on le voit, l'Ukraine viole les conditions de ce désengagement, parce que les véhicules blindés ukrainiens qui sont à Petrovskoye, ils ont rien à foutre là. Donc il faut maintenant refaire le désengagement complètement. Et tant que ça c'est pas fait, il n'y aura pas de réunion au format Normandie. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un moment. Poutine, il a autre chose à foutre que de se déplacer pour discuter avec Zelensky, Merkel et Macron de oui, c'est bien la formule Steinmeier, on est d'accord, faut l'appliquer. Non. Ça a été déjà dit 2 fois. Maintenant, vous signez le papier et vous appliquez. C'est ça. Et puis après, on rediscute. Mais c'est terminé de parler dans le vent. Je veux dire, le fait que la Russie exige maintenant une application concrète, c'est très clair. Donc voilà. Donc je te dis à la semaine prochaine, en espérant que, en tout cas, le bilan des bombardements continuera à diminuer, parce que ça serait bien qu'on poursuive sur cette tendance-là plutôt que sur l'autre. Oui. Et puis, ça serait bien que le Kiev arrête aussi les méthodes terroristes. Ouais. Donc les infrastructures comme les ponts routiers, ça serait pas mal.
ça serait pas mal. Mais enfin bon, pour l'instant, je suis toujours pas très optimiste. Je dis, moi j'attends, je suis comme Saint Thomas, moi, je crois que ce que je vois, et surtout concernant l'Ukraine. Donc moi, les grandes déclarations de Zelensky, je prends ça pour de la propagande. C'est tout ce que c'est. C'est de l'écran fumé, et j'attendrai de voir les actes avant de crier hurrah ou de dire, bah, vous voyez, je vous l'avais dit. Ok. Donc, je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une bonne soirée. Merci Christelle, bonne soirée également et à samedi prochain pour le prochain site. À bientôt, au revoir. Au revoir.